If you survived, you were just incredibly lucky, as I was. Comme à l'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires très appréciés. Moi, j'en apprends en faisant ces genres de vidéos à la suite de lecture de livres et je vais voir plus loin sur Internet pour trouver des renseignements. Et j'ai la chance, grâce à vous, les abonnés, vous me laissez souvent des commentaires très constructifs. C'est vraiment très apprécié. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à l'émission, l'épisode 1 des Maîtres de l'air. On va analyser les points forts et les points faibles de la télésérie jusqu'à présent. Moi, je ne suis vraiment pas déçu. J'adore la télésérie. J'ai vu sur Internet plusieurs commentaires négatifs car les gens ont tendance à vouloir comparer la télésérie Frères d'armes, l'histoire de la Easy Company, ou celle du Pacifique, avec celle des Maîtres de l'air. Il faut comprendre que ça, c'est mon opinion personnelle, mais chaque télésérie a sa propre branche, comme le Frères d'armes suivait la Easy Company. C'était une guerre totalement différente que de celle du Pacifique, qui suivait les corps de marine, les premiers et cinquièmes corps de marine, je crois. Les Maîtres de l'air nous plongent directement à bord des bombardiers, des B-17. Donc, c'est totalement différent comme guerre. Donc, moi, jusqu'à présent, je ne suis vraiment pas déçu de la télésérie. Un des points forts jusqu'à présent est l'authenticité des acteurs. Ils ont pris de jeunes acteurs pour jouer le rôle des aviateurs. Je trouve que le casting est vraiment bien représenté en ce qui concerne la réalité de l'époque. J'ai vraiment adoré voir la communication entre le pilote de l'avion qui s'adressait à celui positionné, au mitrailleur positionné dans la queue de l'avion. Chose qu'on n'avait jamais pu apercevoir dans aucun film de ce genre. Les scènes de combat, c'est vraiment un côté positif. J'avais peur de ne pas embarquer. Ce qu'ils ont fait à l'ordinateur est vraiment réaliste. Combat, la vitesse des chasseurs allemands m'a également très impressionné. Représente en haute altitude le froid. Il faut savoir qu'à 25 000 pieds d'altitude, la température était de moins 40, moins 45 sous zéro. C'est vraiment bien représenté également. Point positif. Point négatif, et on va le voir durant l'explication de l'épisode 1. En ce qui concerne le navigateur Harry Crosby, je vais en revenir. Ça, c'est un point plus négatif, mais rien de grave, que j'ai trouvé dans la télésérie. Donc, on plonge immédiatement dans l'analyse de l'épisode 1, les Maîtres de l'air. Désolé pour ma confusion, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je ne peux que m'améliorer. Donc, on plonge immédiatement dans l'analyse. La série est inspirée du livre écrit par Don Miller, Les Maîtres de l'air. Il faut savoir que les personnages dans l'histoire, lorsque l'épisode 1 commence, on apprend à connaître les soldats Buck et Bucky, Gail Cleven et Johnny Egan. Il faut savoir que dans ce volume, qui est quand même assez épais, il y a moins de 100 pages consacrées à ces deux hommes. Donc pour en apprendre plus sur ces deux hommes, j'ai dû fouiller davantage. La raison, selon moi, pour laquelle Tom Hanks et Steven Spielberg ont choisi le 100e groupe de bombardement, surnommé le 100e sanglant, c'est que je ne veux pas enlever rien aux autres groupes de bombardement qui étaient, chacun était unique, mais le 100e sanglant, les hommes qu'il composait, chaque homme était un personnage en lui-même. Mais je voulais que vous sachiez qu'il y a beaucoup, dans ce livre, il y a beaucoup d'aviateurs avec des histoires vraiment intéressantes. Donc c'est un livre que je conseille à tout le monde. Il faut savoir que la 8e Air Force a été créée à Savannah, en Georgie. Au départ, c'était vraiment petit, c'était composé seulement de 8 avions. En 1942, ils ont commencé à aider l'Angleterre. Dans notre histoire des Maîtres de l'air, l'épisode 1 commence plein milieu de l'action. En 1943, les hommes sont dans un bar aux États-Unis, sûrement tout près de leur base d'entraînement aux États-Unis. Nous sommes au milieu mai 1943. Immédiatement, on voit Howard Hamilton et
James Douglas à côté au bar. C'est les deux premiers personnages qui discutent dans l'épisode 1. Ces deux personnages sont réels, ils ont vraiment existé. Ensuite, on nous présente Gale Cleven, surnommé Buck, et Johnny Egan, surnommé Bucky. Les deux sont en compagnie de copines. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit immédiatement Gale Cleven accompagné de Marge, sa copine. Et quand j'ai pris des informations sur cet homme, immédiatement à la deuxième phrase, on me parlait de sa copine. Donc, je trouve que ça a été bien représenté. Gale semblait un homme vraiment fidèle et en amour, des valeurs vraiment importantes pour lui. Dans cette scène, on apprend la raison pour laquelle Johnny Egan a surnommé Gale Cleven Buck. À partir de ce moment, il n'y avait plus de Gale Cleven, c'était seulement Buck Cleven jusqu'à la fin de ses jours. On apprend que c'est lorsqu'ils se sont connus aux États-Unis, Bucky trouvait que Gale Cleven ressemblait à un copain qu'il avait connu au Wisconsin qui se surnommait Buck. Donc c'est pour cette raison qu'il l'a surnommé Buck et ce surnom va le poursuivre jusqu'à la fin de la guerre et à la fin de ses jours. Dans cette scène, on apprend également que Johnny Egan va rejoindre le 389e groupe de bombardement. Il va partir avant les autres. Pour décrire les deux hommes, de ce que j'ai pu trouver de Gale Cleven, surnommé Buck, il était vraiment un homme décontracté, le genre d'homme que lorsqu'il rentrait dans une pièce, les gens étaient attirés communément vers lui. Lorsqu'il parlait, les gens écoutaient les oreilles grandes ouvertes. Donc, vraiment beaucoup respecté. À ce que j'ai trouvé, c'était, selon plusieurs, le meilleur conteur de la base. Beau bonhomme. Donc, je trouve qu'avec le choix de l'acteur, c'est vraiment très bien. En ce qui concerne Johnny Egan, surnommé Bucky, de ce que j'ai trouvé de l'homme, c'était un homme qui aimait attirer l'attention, faire la fête, parler fort. Donc, ça représente vraiment bien ce qu'il était jusqu'à présent, ce que l'on peut voir dans l'épisode 1. L'histoire nous plonge directement dans l'action car la scène suivante, on aperçoit Johnny Egan qui est avec le 389e groupe de bombardement en Allemagne le 21 mai dans la ville de Wilhelmshaven. Moi, ça m'a vraiment impressionné, la vitesse des chasseurs allemands et j'ai trouvé le réalisme vraiment bien fait. Les avions également, la couleur est verte. À cette époque, les avions étaient verts. Plus tard, il y a eu des avions gris, des B-17 gris, mais j'ai trouvé ça très bien représenté. Je ne suis pas un professionnel des avions, mais je suis allé chercher des informations et je me base sur le commentaire de grands historiens. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Scène suivante, nous sommes avec Buck Cleven, qui lui est en compagnie du 100e groupe de bombardement. Les hommes se dirigent vers l'Angleterre. Pour y parvenir, les hommes avaient deux destinations possibles. Ils prennent la direction de la base du Groenland. Il faut savoir que cette base était située à 1600 km, piste d'atterrissage des plus dures à atterrir de l'époque. Lorsqu'ils viennent pour atterrir, ils sont poussés par les vents. J'ai trouvé cette scène vraiment réaliste. Une fois atterri au Groenland, on se ramasse dans le bar. On apprend à connaître de nouveaux personnages, dont le navigateur Joe Bubblespain, Harry Crosby, Major DeMarco, et également Curtis Biddick, des personnages qu'on va avoir la chance de plus développer plus tard au cours des épisodes. On se retrouve par la suite dans le bar en Angleterre à East End avec le Major Johnny Egan. Scène très bien représentée. On voit qu'il boit, il chante, il parle fort, il se met même une pomme sur la tête et un homme lui lance une fléchette. J'ignore si cette histoire est vraie, mais je trouvais quand même que ça représentait bien l'homme qu'il a pu être. Par la suite, on se retrouve avec les hommes du 100e groupe de bombardement dirigés vers l'Angleterre. Nous sommes à bord de l'avion de Brady. Et là, c'est là qu'on apprend à connaître, ils nous font connaître le personnage Harry Crosby. Harry Crosby, un navigateur que j'ai appris à connaître grâce au livre. Il y a beaucoup de pages consacrées à lui. Première chose négative, je trouve qu'ils essaient de faire passer un peu Harry Crosby pour un idiot. Oui, l'homme avait le mal de l'air. Mais de là à vomir aux 20 secondes, comme ils nous le font montrer dans la série, je trouvais ça un peu exagéré, c'est mon opinion personnelle. La série commence, peut-être qu'au fil des épisodes, cela va se replacer. J'ai espoir. Jusqu'à présent, c'est mon petit côté, rien de grave, mais mon petit côté négatif. Ce que moi j'ai lu à propos de Crosby, comme je vous disais auparavant, c'est que oui, il avait le mal de l'air, mais que c'était un homme très professionnel dans son travail et vraiment très bien organisé. Donc, suite à la maladresse de Crosby, les hommes se trompent de destination. J'ai rien trouvé dans ce sens dans le livre. J'ai trouvé une histoire de confusion, mais ce n'était pas la même
que dans la série, donc j'ignore si c'est cette histoire qu'ils ont essayé de représenter. Ils essuient des tirs de flak. J'ai adoré les tirs de flak dans la série jusqu'à présent. Je trouvais ça vraiment tellement réaliste. Les hommes atterrissent d'urgence à la base. Bucky accueille Buck. Ce que moi j'ai lu dans le livre, c'est lors d'une visite surprise d'un haut gradé qui avait été visiter la base du 100e, il y avait des canettes de bière partout au sol, les lits n'étaient pas faits. La base manquait vraiment de discipline et c'est pour cette raison que Johnny se fait rétrograder dans l'épisode. 3 heures le matin, 25 juin 1943, les hommes sont réveillés. On peut apercevoir un peu les mécaniciens autour de la piste qui préparent les avions. Dans le livre, il parle d'un chef mécanicien, Kenz Lemon. Je crois que dans l'épisode 2, ils vont en parler plus en profondeur. Nous allons y revenir. Donc, les hommes se font réveiller à 3 heures le matin pour leur première mission, qui sera leur baptême de feu, la mission sur Brême. Nous pouvons apercevoir Gail Cleven s'adresser à un nouveau personnage qui risque d'être intéressant. C'est Curtis Biddick. Dans l'épisode 2, consacré à Curtis Biddick, nous allons en revenir, mais c'est un personnage qui a des histoires vraiment dans le livre intéressantes à compter. J'ai hâte de voir vers où la télésérie va nous apporter en ce qui concerne ce personnage. Par la suite, les hommes déjeunent et se préparent pour leur mission. Biddick annonce à son équipage que Gail Cleven va voler à leur côté. Bucky remet un billet de porte-bonheur à son ami. Je trouvais ça vraiment intéressant car plus tard, moi ce que j'ai lu dans le livre, il y a une mission. Peut-être elle va être représentée dans la série, je l'ignore, mais Gail Cleven va faire une action. Il va passer vraiment pour un héros grâce à cette action et c'est comprenable. Je ne veux pas trop en parler car j'ai l'impression que nous allons le voir plus tard dans la série. Mais à la sortie des avions, il est interrogé par un journaliste qui demande comment il a fait pour s'en sortir. Et Gail Cleven de raconter qu'il avait avec lui ses 2 chapelets, son billet de 2$ porte-bonheur qu'il déchire, qu'il croque, qui est pour enlever un morceau à chaque mission réussie. Je trouve ça intéressant car avant la mission de Brême, on voit Bucky remettre un billet porte-bonheur à Buck. Je crois que c'était peut-être un petit clin d'œil par rapport à cette histoire. Avant la mission sur Brême, donc avant même que l'arrivée des pilotes et le briefing des missions, les mécaniciens préparent les avions, font les vérifications avant le décollage. Un rôle vraiment très important qui est très bien décrit dans le livre. Un côté eux n'avaient pas d'histoire glorieuse de soir à raconter, mais c'est quand même grâce à eux si les hommes revenaient en vie, grâce à leur travail. Donc je trouve ça important d'en parler. Dans l'épisode 2 que j'ai pu voir, ils vont vraiment parler du chef mécanicien Kenz Lemons. J'ai hâte de voir comment c'est abordé. À suivre. Il faut savoir que les B-17 étaient équipés. J'ai essayé de trouver la bonne réponse, mais chaque information est différente. Je crois que ça dépend des B-17. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez m'éclairer à ce sujet. Parfois, je vois que les B-17 étaient équipés de 12 mitrailleuses, parfois de 13. Donc, j'ignore vraiment la vraie réponse historique. Je n'ai pas trouvé de source sûre à ce sujet. Mais peu importe, le B-17, lui, était équipé, disons, de 12 mitrailleuses qui protégeaient l'équipage de tous les flancs. C'était sa fonction. Sa fonction principale était de transporter des bombes pour aller bombarder les villes ennemies et les points stratégiques. Ils avaient installé les mitrailleuses tout le tour du B-17. Les hommes la surnommaient, comme on peut le voir dans la série, les hommes la surnomment la forteresse volante. La clé de la survie de cet avion était de rester ensemble, tout le groupe, pour créer un noyau défensif nourri provenant d'une formation serrée. C'était important car si les B-17 étaient séparés, on peut le voir dans la télésérie, la vitesse à laquelle les chasseurs allemands arrivent. Les B-17 se devaient d'être en groupe pour se protéger l'un et l'autre, car sinon c'était vraiment du suicide, condamnés à une mort certaine dans leur tombeau volant. Par la suite, on peut voir qu'ils envoient une fusée éclairante. Je crois que c'est pour retrouver la formation des avions dans les nuages, vu qu'ils ne voyaient pas rien. C'est quoi un B-17? C'est un avion. Dans cette mission, on peut voir que la visibilité est presque nulle. Les hommes sont dans les nuages. La mission sera annulée. On peut apercevoir également le fameux viseur Norden, que je crois qu'ils vont mettre l'emphase dans l'épisode 2. Nous allons pouvoir plus en parler. J'ai enquêté un peu sur cet objet secret, gardé secret. Je peux en parler un petit peu. C'était un viseur que les Américains gardaient secret. Et c'est pour cette raison qu'ils décidèrent d'attaquer durant le jour. Les Britanniques n'étaient pas au courant de cet appareil, ni les Allemands.
Dans mes recherches, ils disent un secret. Après la bombe atomique, c'était le deuxième secret le mieux gardé. J'ignore la vérité sur à quel point c'était vrai. Mais on peut voir le viseur Norden dans l'épisode 1, le silence total avant l'attaque des chasseurs allemands. J'ai adoré cette scène. On peut voir que le Joe Bubble Spain, durant cette scène, retire ses gants, sa mitrailleuse est enrayée, et il prend par réflexe sa mitrailleuse. Automatiquement, il se retrouve avec des engelures aux mains. On voit vraiment que les hommes étaient dans des tombeaux volants. J'ai vraiment pris connaissance dans l'épisode que lorsqu'une forteresse était abattue, c'était 10 hommes qui ne rentraient pas à la base le soir. Dans le premier épisode, sur la mission de Brême, on peut voir que les hommes perdent 3 avions, ce qui signifie la perte de 30 hommes qui n'étaient pas de retour à la base. Donc les mécaniciens qui avaient serré... Oh, salut Flavie! Les mécaniciens qui avaient serré la main... Tu veux-tu dire un petit salut? Les mécaniciens qui avaient serré la main de ces hommes avant le départ, je me mets dans leur place quand même. De retour le soir, les avions n'étaient pas là. Donc c'est un choc pour tout le monde. 30 lits, 30 hommes ne sont pas à retour à la base. Ça m'a vraiment frappé. C'est là que j'ai vraiment pris conscience que c'est vraiment différent des autres guerres. Également, l'épisode 1 se termine avec la scène. On peut voir que Buck Cleveland est resté seul à bord du B-17. Il prend vraiment conscience que pour lui également, dans sa tête, les combats ne se passaient pas de cette façon. Il se rend compte vraiment que la route risque d'être longue et qu'ils n'en ont pas terminé avec cette guerre. J'ai vraiment aimé la fin de l'épisode 1 quand les hommes discutent à propos de ce sujet. En 1943, en octobre, dans la 8e Air Force, moins d'un homme sur 4 pouvait espérer venir à bout de ses 25 missions avant d'être relevé. Également, les statistiques étaient dures à lire. 2 hommes sur 3 pouvaient s'attendre à mourir ou à être capturés. Donc, les chances de survie étaient vraiment réduites. Cela met fin à mon analyse de l'épisode 1. J'ai déjà écouté l'épisode 2, pour être honnête. J'ai déjà commencé mon analyse. J'ai hâte de vous parler des personnages de Curtis Biddick, qui a un point négatif par rapport à cet homme. On va reparler également du navigateur Harry Crosby. Dans l'épisode 2, ils en parlent beaucoup. Également du chef mécanicien Ken Lemond. C'était ma première vidéo, première expérience. J'ai vraiment aimé enquêter sur ce sujet. Je crois que j'ai écouté l'épisode 1 3 fois. Grâce à ça, je vais chercher des informations, j'en apprends. J'aime vraiment ça. Un gros merci. Je me répète, abonnez-vous si vous aimez la vidéo. Et on se revoit pour l'analyse de l'épisode 2. Présentement, actuellement, l'épisode 3 est même sorti. Je ne l'ai pas encore regardé. Je vais analyser l'épisode 2. Et ainsi de suite, à chaque semaine, je vais essayer d'analyser un épisode. J'ai pas oublié également l'épisode 6 de la Easy Company. Ma lecture est débutée. Donc, l'épisode devrait sortir bientôt. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Et veux-tu dire salut, bye bye, Flavie? Bye. Bye bye, à la prochaine, attention à vous.